Alors, on me dit, que pense Adrien de la proposition de Éric Fiorile de prendre le pouvoir directement et sa constitution provisoire? Je connais pas ce projet-là. Je le connais pas. Je peux D'accord, pas me prononcer sur ce monsieur. C'est peut-être très intéressant, mais je connais pas. d'accord. Bon, on demande où est-ce qu'il y a un blog où on peut te suivre. Déjà, il y a des gens qui demandent déjà, c'est Mais vrai. il n'y en a pas. Il y en a pas. Sincèrement, sur Google, tapez mon nom. Ouais, Si sur vous êtes Facebook. un peu curieux, Alors, on me dit, la France, c'est l'anti-Gaule. Pourquoi ne pas remonter à l'époque celte? c'est l'anti-Gaule des Gaulois. C'est Van au Pape qui nous dit ça. La France, Est-ce c'est que... pas l'anti-Gaule. Ouais. Qu'est-ce que c'est la France? Comment est née la France? La France est née par la fusion entre les Francs et le peuple gallo-romain. Mhm. Et quel est le ciment de cette fusion? C'est le baptême de Clovis. C'est le christianisme. Donc c'est pas l'anti-Gaule, c'est l'étape d'après, si tu veux. C'est un petit peu comme, si tu vois, le papillon qui devient... Enfin, c'est la chenille qui devient papillon. Voilà, tout simplement. La Gaule, ce sont les racines anthropologiques. Dans mon prochain bouquin, tu vois, je te parle du socle civilisationnel. Quel est le socle civilisationnel français? J'évoque une anthropologie celte, gauloise, une culture gréco-latine et la spiritualité catholique. C'est ça le cœur de notre civilisation. Ça ne veut pas dire que parce que tu as des ancêtres visigoths et non gaulois, tu peux pas être français. Ça veut dire juste une chose. Le bateau France, il est fondé à partir de ces mâts-là. Si tu veux faire partie de notre équipage, t'es pas forcément obligé d'être à 100% comme ces mâts-là. En revanche, le bateau sur lequel tu es, il est comme ça, et tu ne dois pas essayer de le changer. Le bateau France, c'est ça. Il y a un équipage qui est déjà là, qui vit pour ça, qui a hérité de ça, qui veut le transmettre. Donc si tu veux faire partie de ce bateau, il n'y a pas de problème. En revanche, tu touches pas au bateau. Les gens qui disent que le peuple français est un peuple raciste, antisémite, homophobe et je sais pas quoi, sont des connards. D'accord? Le peuple français n'est pas racialiste, il n'est pas raciste. En revanche, je utilise une petite expression du ghetto, il n'aime pas qu'on prenne la confiance. Ouais, Voilà, ouais, tu vois. Il est comme tout le monde d'ailleurs, parce que c'est comme ça sur la planète entière, hein, soit dit en passant. Hein. ouais. Donc voilà, il faut respecter le bateau France tel qu'il est. Et si tu veux, les trois éléments qui ont fait la France, notre civilisation en premier lieu, c'est anthropologie celte, culture gréco-latine, spiritualité catholique. Il suffit de lire l'histoire de France pour le voir. Et c'est ça que la gauche ne supporte pas, et c'est ça qu'elle veut flinguer. Et toi, tu penses que c'est vraiment la gauche, c'est... Mais ils en sont pas conscients, tous ces gens de gauche, là. Et puis, Alors, la plupart n'en sont pas conscients parce que ce sont des crétins, complètement déracinés. Je pense que vers la rue Cadet, on en a un petit peu plus conscience. Voilà. Bon, ça va faire plaisir à tous les gens de gauche. On me dit, Adrien, à votre avis, que là, oui, que cache la loi 49.3, quel est le but réel? La loi 49.3, c'est pour faire passer les lois sans débat à Sans l'Assemblée. des... Sincèrement, c'est pas très choquant. Hein. Je vais dire, le Premier ministre qui a le plus utilisé le 49.3, c'est Michel Rocard. Ah, C'est Michel Rocard, intéressant. et statistiquement, je crois qu'il l'utilise plusieurs dizaines de fois. Donc tu vois, c'est sincèrement rien de très choquant, quoi. Hein. Ceci étant, ce qui est rigolo avec la loi Macron, la loi Macron, si tu veux, elle est très significative de la médiocrité de notre système tant politique que médiatique, c'est-à-dire qu'on en a fait tout un truc. Mhm. Moi qui la connais de près, parce que tu vois, en tant que technicien du travail, j'ai besoin d'être au courant. C'est du vent. C'est du vent, la loi Macron. C'est que des micro-mesures. Enfin, il y a aucune grande réforme qui a été engagée. Le truc qui pouvait être un petit peu enfin, qui pouvait être un véritable changement, si tu veux, c'était les nouvelles dispositions concernant les professions réglementées. Mhm. On a tellement mis de dérogations et contre-dérogations qu'au final, le principe euh, que Bruxelles voulait nous imposer d'ailleurs, parce que la loi Macron, c'est un sucre qu'on donne à Bruxelles en Qu'on a- contrepartie de... D'accord, c'est que des concessions qu'on leur Voilà, donne, qui demandent depuis c'est longtemps. qu'en gros, vous ne faites pas chier avec nos déficits pendant 2 ans, puis en échange, on réforme. Donc, c'est un sucre qu'on a donné à Bruxelles. Mais en vérité, c'est du vent, il n'y a rien dedans, quoi. Il n'y a rien dedans. Et donc quand tu vois comment notre classe politique est surexcitée, quand on voit la dramatisation de l'enjeu par Manuel Valls, si tu veux, on avait l'impression que les Allemands étaient au bord des frontières des fois, hein, tu vois, tellement... Enfin bref.
tout ça est vraiment symptomatique de la nullité de la classe politique et médiatique française, quoi, parce que c'est rien. Et je me dis, si vous vous excitez pour ça, quand le coup de pied au cul, quand les vrais événements arriveront, si tu vois ce que je veux dire, voilà, qu'est-ce que vous allez prendre cher, quoi. Ouais. Là, vous n'allez pas capter. Hein. Alors, on me dit, Adrien, que penses-tu de Pierre-Joseph Proudhon qui se revendique de gauche et patriote en même temps? Il y a très longtemps que j'ai pas lu Proudhon. J'ai lu ça vers 2006-2007. Proudhon, alors moi, ce que j'ai retenu de Proudhon, c'est déjà un très beau style. Il écrit très 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 bien. Très 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 bien. J'avais lu ses bouquins sur la propriété. Je suis pas du tout un spécialiste de Proudhon. Mais il est revenu vers le christianisme, Proudhon. Hein. Proudhon, il est revenu en grande partie hein, de la gauche. Hein. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et je suis pas certain qu'il se revendiquait de la gauche à proprement parler, Proudhon. Mais auteur à redécouvrir, je pense. On me dit, alors il y a pas mal de réactions évidemment, mais l'invité parle-t-il du christianisme de la source, c'est-à-dire Moyen-Orient, ou le christianisme du Vatican, qui semble objectivement un christianisme dévoyé, et ça depuis le Non, début. mais ça, c'est n'importe quoi. Ça. Là, si tu veux, c'est quelqu'un qui vit pas sur la même planète que moi. Là, je sais pas quoi répondre. Tu vois. C'est la critique qu'on peut faire du Vatican, c'est sur la question de Vatican II. Mais si tu veux, moi, je ne me sens pas la, la compétence d'une part, même si j'ai mon opinion sur la question, comme tu peux t'en douter, je pense que tu devines laquelle elle est. Mais je ne suis pas un homme d'église. Donc c'est pas moi qui réformerai l'église de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Et tu vois, bon, il y a des gens qui jouent au théologien sur Dailymotion YouTube. Ouais, D'ailleurs, il rajoutait une autre chose, il disait aussi, et si les racines arabes ou plutôt islamiques sont réelles, et que c'est l'Église en partie qui a fait en sorte de les cacher en réécrivant l'histoire? les racines de quoi? Non mais ça, on parle de quoi là? Bah, en fait, Les racines arabes de l'église? oui, en fait, il parle Je suis plutôt pas de l'apport convaincu là. technologique des Arabes. Mais ça, ça n'a absolument rien à voir. Ah voilà, c'est autre chose. Mais parce que je La- pense, la- j'imagine, la- Pipo, il parle de ça. la question, si tu veux, si tu parles des sciences et compagnie, c'est une question qui est complètement autre. Sincèrement, je suis pas spécialiste du sujet, donc j'ai pas grand chose à dire. Après, que les Arabes aient apporté des bonnes choses, je veux bien le croire, hein, scientifiquement parlant. Même si j'ai un peu montré, tu vois, ces derniers temps. Alors, on me dit, si Abouzi arrive au pouvoir, est-ce que Tepa devra choisir entre la valise ou le cercueil? Non, mais tu vois, ça qui est très intéressant. Ça qui est très intéressant, c'est que ça me fait. Je suis pas très fan de François Mauriac. Je suis pas très fan de Mauriac, mais il a une très bonne phrase. Il disait au sujet de ses adversaires, attends, laisse-moi la retrouver. Ils ne répondent pas à nos arguments, mais aux idioties qu'ils nous prêtent. Tu vois? Un truc comme ça. Tu vois? Et non, mais Tepa, pour reprendre l'exemple de ce cher monsieur, de ce cher métanote, est acquis à la cause française. À ma connaissance, tu ne veux pas jacobiniser la France, donc moi j'ai pas de problème avec ça, tu vois. Tu respectes ce que j'appelle, moi, cette notion à laquelle je suis très attaché, qui est l'héritage spirituel de la France. Mais quand je dis spirituel, ça englobe beaucoup plus globalement le patrimoine, ça englobe nos châteaux, ça englobe nos villages, enfin tu vois, c'est... Voilà. Donc non, c'est pas une question de... Moi je ne suis pas racialiste. Je sais que je surprends beaucoup de gens en disant ça. Je ne suis pas racialiste, si tu veux. Après, je prends les transports en commun. Tu vois. Donc moi, la réalité de l'immigration, du multiculturalisme, je la connais, les mecs. Ok? Faut pas me raconter d'histoire. Je ne suis pas un puceau du réel de ce point de vue-là. Donc, je constate que beaucoup de gens issus de l'immigration sont de fait hermétiques, complètement hermétiques. C'est hors sujet, quoi, si tu veux. À ce que j'appelle, moi, l'héritage spirituel de la France. Tu sais, moi, il y a des gens qui sont issus du Maghreb, qui viennent me voir pour se convertir. Ils me disent, est-ce que vous connaissez un prêtre, voilà, qui viennent me voir pour faire des démarches administratives, pour changer leur prénom, pour franciser leur prénom. Écoute, moi, ces gens-là, je ne les rejette pas. Tu vois, ça veut pas dire que j'ai envie que la moitié de l'Afrique débarque en France. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai pas de démarche racialiste. Quand quelqu'un est acquis à la cause française, je me fous qu'il soit d'origine X ou Y. Seulement, je veux qu'il soit vraiment acquis à la cause française. Tu vois. Et je constate qu'il n'y en a pas autant qu'on le... Déjà chez les Français de souche, il n'y en a plus tant que ça, puisqu'il y a eu une jacobinisation d'une partie du peuple français de souche. Tu vois, un antifa, par exemple, est un Français de souche, à la base, mais il s'est transformé en jacobin. Tu vois. Pour moi, les gens de gauche, quand je dis gens de gauche, je ne parle pas des gens qui ont voté Hollande parce qu'ils en ont marre de Sarkozy.
Je parle vraiment, tu vois, des bobos convaincus, des antifas convaincus, des gauchistes convaincus, des cocos convaincus, etc. Pour moi, ce ne sont pas des Français. Et je le dis sans provocation, euh, ce ne sont pas des Français. C'est-à-dire que la civilisation euh, qui est la leur, ou qu'ils veulent faire triompher sur mon territoire, n'est pas la même que la mienne. Ce ne C'est sont pas quoi? des C'est Français. Ce sont des Jacobins. des Jacobins, c'est ça qu'on pourrait les Ce sont des appeler? Jacobins. On dirait des Jacobins. Ce sont des Jacobins, c'est-à-dire que déjà leur conception de l'individu n'est pas la même. Pour moi, un individu est avant tout un héritier. J'ai hérité de quelque chose, j'ai hérité d'une culture. Pour eux, pour un Jacobin, pour le nouvel Adam issu des Lumières, un individu ne se structure que par l'acquis. Il n'y a pas d'inné, il n'y a que de l'acquis. Tu vois, j'étais dans un cercle restreint, je faisais un petit débat privé il y a quelques semaines de ça, et j'avais face à moi quelques gens de gauche, et ils me disaient, mais pour moi, l'Algérien qui naît en France, il a autant de droits sur moi il a autant de droits que moi sur le pays. Je dis, effectivement, si tu es de gauche, et si tu ne te structures que par l'acquis, et lui aussi, il a autant de droits que toi. Effectivement. Mais dans ma vision à moi, nous sommes des héritiers. J'ai quelque chose de plus que l'Algérien qui naît en France, c'est que je suis un héritier de cette terre. On me l'a transmis, et je veux le transmettre. Et ça, c'est supérieur, si tu veux. Imagine que tu es un aristocrate qui a un terrain, et que des Roms viennent dessus. On peut très bien dire, ils y habitent comme toi, ils ont autant de droits que toi dessus. Non, ils n'en ont pas autant. Parce que moi, ce terrain, je l'ai hérité et je veux le transmettre. Et il y a un auteur anti-gaulliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle René Riunier, qui a écrit un livre que j'adore, qui s'appelle Réquisitoire contre le mensonge. Il donne pour moi la meilleure définition de la patrie. La patrie, c'est la synthèse des ancêtres et des générations à venir. Rien à dire. Pour moi, c'est la définition parfaite de la patrie. Nous sommes des héritiers. Et ça, c'est ce que la gauche ne veut pas voir. La gauche veut effacer cette notion d'héritage. Et quand je parle d'héritage, je ne parle pas de pognon, je ne parle pas de patrimoine. Je parle de tout ce qui est transmis culturellement, spirituellement. À la gauche, je veux effacer cela. Nous ne devons pas être des héritiers, nous devons être des déracinés. Lisez Vincent Payon, hein, si vous avez des doutes, il y a tout dedans. Hein. Et si tu veux, par exemple, je m'adresse aux chrétiens. Quand on est chrétien, il faut se faire baptiser. Pourquoi ? Pour effacer le péché originel. Et pourquoi nous devons effacer le péché originel ? Parce qu'il nous a été transmis par Adam. Donc nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Et j'espère, dans les années à venir, à mon échelle, c'est pour ça que j'espère que je ne serai pas le seul, réintroduire cette idée que nous sommes des héritiers. Nous sommes les héritiers de la civilisation française. Il suffit de tendre les mains pour en bénéficier. Et notre mission, d'un point de vue matériel, d'un point de vue humain, c'est de le transmettre à nos enfants. L'un des sens de la vie, d'un point de vue matériel, c'est la transmission. Il faut réhabiliter cette notion de transmission, d'héritage et, en vérité, d'enracinement, si tu veux. Mais est-ce que l'Algérien, on va dire, qui est né en France, justement, est-ce qu'il hérite pas de fait au sens où, s'il choisit d'être français, il prend l'héritage. En fait, c'est un peu comme si on lui dit, l'héritage, il est là devant toi, est-ce que tu le veux ou pas? C'est un peu, tu le veux. Ouais, mais moi, je vais te dire, mon ressenti du quotidien, c'est que le Maghrébin de base qui vit en France, il s'en tape, hein, sincèrement. C'est hors sujet pour lui. Et quand je dis ça, c'est même pas une critique. C'est que moi, il y en a beaucoup pour qui sont jugés, mais il y en a d'autres. Imaginons que je sois né, que je sois fils d'ambassadeur né au Venezuela, si tu veux, et je ne voudrais pas me vénézualiser. Tu vois ? Oui. Donc je ne critique même pas quelqu'un qui veut conserver la culture de ses parents. Je viens de te dire, nous sommes des héritiers et il faut transmettre. Donc je ne critique pas ceux qui veulent rester comme ça. Après, moi ce qui me casse les bonbons, c'est le double discours, si tu veux. C'est j'ai choisi la France. En revanche, rien dans mes mœurs, rien dans ma façon d'être, rien dans ma culture ne vient de la France et n'est français. Comment tu veux que je te considère comme un Français si rien en toi n'est français? C'est bien beau de dire je suis français, je suis patriote, et j'aime la France, mais si derrière il n'y a rien de français, je ne peux pas te considérer comme un Français. C'est tout. Et là, c'est pas une question de racisme, antiracisme ou tout ce que tu veux. C'est-à-dire que si, reprenons mon exemple, j'étais
un blanc né en Chine. Et bah, pour me faire considérer par Chinois pour les Chinois, euh, pour me faire considérer comme un Chinois par les Chinois, je pense qu'il aurait fallu que déjà j'ai une maîtrise parfaite de la langue, que j'ai les fringues locales, que, que je connaisse les coutumes. Et c'est évident. Et on définit un individu à la culture qui est la sienne, et aux mœurs qui sont la sienne, et tout ce qui en découle. Et ce que je dis là, qui aujourd'hui est un propos d'extrême droite, pour moi, c'est de la logique, ouais. Non, mais c'est le bon sens, enfin, c'est l'évidence, quoi. Tu vois, c'est l'évidence. Donc cet Algérien, qui est né en France, il peut aller à la cause française. Et je vais te le dire, j'en connais. Je te le dis, moi aussi, ouais. J'en connais, tu vois, qui ont fait cette démarche. Je constate simplement une chose, c'est qu'ils sont ultra minoritaires. Ultra minoritaires. Oui, ils sont minoritaires dans la communauté pour le moment, mais ils existent quand même. C'est une ils existent tout à fait. Mais si tu veux, bon, il y a à peu près... Elle, pour le coup, il n'y a pas de discours. Tu vois, c'est « je ne vous aime pas oui. ». Et c'est comme ça. Par contre, là où elle n'est pas cohérente, c'est qu'elle ne devrait pas rester en France. Parce qu'elle a un tel degré de... Oui, pour aller au bout de sa logique. Mais, ouais. Voilà, c'est qu'elle a un tel degré de détestation de la France, si tu veux, qu'au bout d'un moment, il faut être cohérent. Oui. C'est que, alors, soit, si tu veux, comment te dire, concrètement, à partir du moment où tu es sur un territoire A, que, à la moindre occasion venue, tu craches à la gueule de ce territoire A, si tu ne rentres pas, ou si tu ne vas pas dans un territoire B, fondamentalement, c'est que tu restes, pourquoi ? Pour nuire. Et tu sais, je pense toujours à ce morceau du groupe Sniper. Ouais. Bon, c'est de la merde, c'est du rap, hein, donc... oui, désolé, on connaît ton amour du rap. Et peut-être qu'un jour, le beau rap existera. Enfin, si tu veux, ces gens-là m'ont pas appris à aimer le rap, en tout cas. Hein. Ils ont fait un morceau qui s'appelle La France, dans lequel ils leur disent on va crever, mais on va leur laisser un maximum de séquelles. Donc, si tu veux, il y a un côté de haine pure là-dedans. Et moi, ce qui me surprend, si tu veux, avec les gens issus de l'immigration, c'est que c'est très très rare quand il y a une autocritique, quoi. C'est très très rare. Et en fait, beaucoup d'entre eux, ou un certain nombre, ont un ressentiment colonial très fort. Et même quand, d'un certain point de vue, ils aiment la France et ils ont envie d'aller vers elle, ils sont traversés par des courants contraires et on sent qu'il y a un ressenti colonial qui est très pesant. En particulier chez certaines communautés que je ne dis pas parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice, mais tout le monde de qui je parle. Voilà, on sent que le ressenti colonial pèse très lourd, pèse très 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 lourd. Voilà. Et il n'y a pas d'autocritique, quoi. C'est ça qui est dingue. Hein. Alors que nous, en France, on est quand même le pays de l'autocritique par excellence, mais je dirais même qu'on va un petit peu trop dans l'autocritique qui se transforme en autoflagellation. En autoflagellation. Ouais. Certains parlent d'ethno-masochisme, mais on en reparlera juste après la pause. La régie, elle est prête, c'est sûr. Voilà, évidemment. Donc, on fait la petite pause et puis on revient juste après. Je vous ai pas oublié, il y a vos questions, on va les prendre aussi. À tout de suite. Voilà, donc de retour, toujours sur la libre antenne, toujours la saison 2, toujours avec Adrien Abosi. Voilà, je regarde un petit peu, il y a pas mal de questions différentes. Il y en a par exemple qui me disent, j'ai trouvé une question marrante, il me dit, est-ce que selon vous la France va devenir anti-sioniste ou anti-musulmane ? Sincèrement, si tu veux, la question sioniste-antisioniste est tellement hors sujet par rapport aux intérêts de la France, enfin par rapport à l'âme de la France, aux intérêts de la France. J'ai rien à répondre à ça, quoi. Je veux dire, c'est anti-musulman, non. Il n'y a pas besoin d'être anti-musulman ou tout ce que tu veux. Comment te dire ? Déjà, un truc qui est très intéressant, si tu prends Riposte laïque. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que il condamne l'islam au nom de la République. Aucun sens. Aucun sens. C'est précisément les Lumières qui ont permis la venue massive d'Africains en France. Parce que tu sais, on parle beaucoup des musulmans dans les Républiques. Ça ne veut rien dire, musulmans. Il y a des Français de souche qui se convertissent à l'islam. Mais quand on parle des musulmans, on ne parle pas d'eux, très souvent. On parle du mec, tu vois, du primo-arrivant, du blédard de wesh-wesh, tu vois ce que je veux dire. Moi, je ne raisonne pas en termes musulmans. Ce qu'on appelle l'islamophobie actuelle, en réalité, c'est, comment te dire, c'est l'autorisation
de critiquer les Maghrébins. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de critiquer les Maghrébins en les appelant les Maghrébins, parce que ça serait du racisme. En revanche, tu peux les critiquer en tant que musulmans, parce qu'on a le droit de critiquer leur religion. Tu vois ? Mais moi, fondamentalement, les canons théologiques de l'islam, je m'en fous. C'est hors sujet pour moi. Si des gens ont décidé d'y croire, c'est leur problème. C'est leur problème. D'accord ? Moi, je préfère qu'ils soient chrétiens à titre personnel. Mais si eux ont décidé d'être musulmans, d'avoir ces canons théologiques-là, c'est leur affaire. Tu vois ? Les problèmes posés par le multiculturalisme, en fait, si tu veux, là où je veux en venir, c'est que l'islam, c'est le vernis de l'africanisation. Tu vois ? Tous les Africains ne sont pas musulmans, bien entendu. Bien entendu. Mais en vérité, l'islam, si tu préfères, c'est le vernis des problèmes du multiculturalisme. C'est pas le fond du problème. Mais de toute façon, l'islam, il est en France. On va dire, il y a une présence d'une communauté musulmane très importante à cause de l'immigration. C'est l'immigration. On peut pas, en fait, dissocier les deux phénomènes. Parce que la gauche essaie de dissocier. En revanche, c'est un peu schizophrénique. C'est pas un peu, c'est complètement. Et puis même, je veux dire, c'est nous prendre pour des cons. C'est nous prendre pour des cons. Et tu sais, Laurent Ozon s'était fait interviewer par Riposte Laïque. Et il avait une très bonne formule. Et il disait que l'islam est un problème que pour les personnes qui estiment que les musulmans qui ne visent pas les Gaulois convertis, mais ils visent donc les populations sur l'immigration. Donc l'islam n'est un problème que pour les gens qui estiment que ces populations-là doivent rester en France. C'est tout. Donc si tu veux, la France n'est pas anti-musulmane. La France a son identité, si tu veux. Dans son identité, il y a le christianisme. Et ça ne veut pas dire qu'on doit haïr l'autre au motif qu'il a une religion différente. De même que la France ne va pas devenir anti-hindou, hindouiste. Tu vois, ça n'a aucun sens, ou anti-bouddhiste. Ça n'a pas de sens de dire ça. En revanche, nous avons une identité et nous attendons à ce qu'elle soit respectée, tout simplement. Mais au bout de parce que là, on va dire 200 ans de République, est-ce qu'ils n'ont pas mis à bas cette chrétienté ? Parce que moi, je voyais, on me posait la question, on me dit, mais comment on va la remettre, par exemple ? Il disait, moi, je crois pas en Dieu, bon, voilà, je veux bien, mais comment je fais ? Chacun est libre de ne pas croire en Dieu, c'est pas le problème. Enfin, moi, personnellement, je le recommande pas. Mais l'identité de la France est ce qu'elle est. Vous ne la changerez pas. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le roman Fleuve de Roger Martin Dugard, Les Thibauts, où le héros principal qui s'appelle Jacques, je te cite la phrase de mémoire, il parle de ces gens qui veulent mettre leur opinion politique en conformité avec ce qu'ils sont individuellement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, comme je suis homosexuel, je suis pour le mariage gay. C'est-à-dire cette vision individualiste des choses. On projette ce qu'on est individuellement dans un cadre collectif et on veut établir comme norme nos intérêts individuels, ou plutôt notre, oui c'est ça, enfin tu vois notre, tout ce qui vient de notre individu. On reprend la métaphore du bateau. Tu peux très bien ne pas adhérer à toutes les composantes du bateau. En revanche, si tu es sur ce bateau, tu dois respecter la façon dont il a été construit. Et quand je dis ça, ça s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Qu'il s'agisse de ce que j'appelle les Français administratifs, en fait, Français administratif, c'est parce que tu sais, on parle beaucoup de la question du français de souche, de diversité. Moi, je préfère la distinction français culturel, français administratif. Tu vois ? Parce que dans les Français administratifs, c'est plus large, et ça recouvre notamment tous ces blancs qui ont renié la France, tous ces renégats. Tu vois, parce que un homme de gauche est un renégat. Il a renié sa famille, il a renié sa patrie, il a renié, enfin, tu vois, ses ancêtres, j'entendais. Il a renié sa religion, etc., etc., etc. Que disions-nous ? C'était quoi la question déjà ? Je suis parti loin là. Oui, parce qu'on est, on est parti sur justement l'histoire de la religion, parce que ceux qui disent oui, comment on va faire pour imposer cette religion, parce qu'après 200 ans de République, la religion, elle a été alors très bonne question. Alors déjà, il y a un truc qui s'appelle la grâce, c'est-à-dire que déjà il y aura un coup de pouce du bon Dieu. Sans coup de pouce du bon Dieu, la situation est tellement désespérée qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Ce qui est très vrai, c'est que ce qui a fait le plus de mal à la France ces derniers siècles, c'est ces lumières, ce laïcisme, cet athéisme, ce matérialisme qui a été prôné. Mais ce qui est intéressant, c'est que
nous avions une anthropologie française qui s'opposait à ça. Et si tu veux, il y a une sorte de coexistence. En fait, toutes ces idées issues des Lumières ne trouvaient pas leur traduction concrète dans la réalité. Quand on a voté la loi de 1905, il y avait un abbé qui était député et qui a dit au rapporteur de la loi et au président du conseil de l'époque, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre logique avec la loi de 1905, logique de déchristianisation de la France, mais la société ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, en 2015, nous sommes en train d'aller jusqu'au bout des Lumières. Et on voit ce que c'est les résultats concrets, si tu veux. Et les gens vont commencer à ne plus valider, sauf les Charlie, parce que eux, voilà, c'est trop tard. Mais on ne valide plus, parce qu'on voit le résultat désastreux de cet esprit philosophique, si tu veux. Et je parlais il y a quelque temps de ça avec une dame qui votait Front National. Et ultra anti-islam, mais en même temps, elle rejette complètement, tu vois, la religion chrétienne. Moi, je veux pas d'interférence du religieux dans le public. Enfin, bon, bref. Discours laïciste, bébête, quoi. Bah, tu vois, tous ces gens-là, dans les décennies à venir, je crois qu'il n'y en aura plus beaucoup. Parce qu'à partir du moment où on a, sur le territoire français, des millions de musulmans, et l'islam, à l'instar de toutes les religions du monde, quasiment, est une religion qui a envie de vivre, qui a envie de se répandre, qui a envie de se propager. Donc à partir du moment où il y a une dynamique musulmane, les athées ne pourront rien opposer à l'islam, parce que l'islam est une foi, et la foi sera plus forte, si tu veux, que le vide de foi. Surtout que démographiquement, en plus, enfin, tu vois, le taux de naissance extra-européenne en France est de 35%. Donc si tu veux, il y a quand même une dynamique qui est très puissante. Donc face à cette dynamique, les gens seront obligés, et quand je dis obligés, c'est pas parce qu'on leur mettra un pistolet sur la tempe, c'est que leur instinct de survie les fera retourner vers la croix du Christ. Ça, je te l'annonce. Et on le voit déjà. On le voit déjà. Et je te l'évoquais tout à l'heure, la religion qui était un truc, entre guillemets, de loser pour les Charlie, aujourd'hui, est en train de retrouver une nouvelle place, si tu veux, dans la hiérarchie des valeurs des jeunes Français, en somme. Est-ce que c'est pas aussi, justement, on va dire presque un côté positif de l'immigration, que cette communauté musulmane, Eh ben, elle renvoie cette communauté française, en fait, entre guillemets, de souche à sa propre foi, en disant, tu regardez sais, votre manque de foi, nous sommes croyants. Encore une fois, moi, tu vois, je raisonne pas en termes de musulmans, je raisonne plutôt en termes d'Africains, tu vois, ou d'extra-européens, si tu veux. Mais tu sais, on a appelé Attila le fléau de Dieu. Le flot de Dieu, ouais. Le fléau de Dieu. Et bien, moi, je pense que l'immigration de masse est un châtiment du bon Dieu, pour châtier la France d'avoir voté la gauche, les Lumières et compagnie, pour lui faire comprendre qu'elle a déconné, et surtout pour la faire réagir, si tu veux. Pour ne pas s'endormir, se chloroformer, entre guillemets, dans ce laïcisme matérialiste, athée, bébête, enfin, voilà, tu vois. Donc, effectivement, c'est un contre-coup. C'est un contre-coup. C'est un contre-coup, et peut-être qu'il fallait ça pour se dégager de ces lumières de merde, quoi. Parce que c'est lui. Ce qui ne veut pas dire que, si tu veux, ces populations doivent rester en France éternellement. Et là, on arrive peut-être à la question de la remigration. Ouais. Bah, alors, allons-y, abordons-la. Alors, la remigration, question, c'est Laurent Ozon qui est le spécialiste tout à un peu fait. de cette question. C'est Laurent Ozon qui en parle de façon, je trouve, très pragmatique, dirais-je, de façon assez claire surtout, et surtout non caricaturale. Tu vois, parce que Laurent Ozon, si j'ai bien compris, tisse des liens avec les pays du Maghreb, il essaie de faire des partenariats, parce que les pays du Maghreb, eux aussi, sont maintenant submergés par des vagues subsahariennes, si tu veux. Et les populations locales du Maghreb, si j'ai bien compris, sont un petit peu moins antiracistes que le bobo de base, quoi. Hein, et l'accueil n'est pas tout à fait le même, si j'ai bien compris. Bref. Mais la remigration, je vais te dire un truc. On a déjà connu une remigration dans l'histoire de France. Tu parles de l'Algérie, la France. Je parle pas de ça. Alors, je parle des années 30. Bien sûr. Vas-y. Dans les années 30, il y a on estime à peu près à 3 millions le nombre d'immigrés européens à l'époque qui sont rentrés dans leur pays d'origine.
Au moment des années 30, tu veux Bien dire. sûr, Au moment ouais. de la crise en Europe, c'est ça? Au Tout moment à de la fait, crise ouais, tout de à fait. 29, c'est ça? Donc tu vois, les Polonais, une grande partie des Polonais, une grande partie des Italiens sont rentrés dans leur pays d'origine. À l'époque, il n'y avait pas le RSA et les HLM, tu vois. Et fondamentalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bah oui, c'est sûr. Eh ben, c'est très simple. C'est que les Polacs, les Italiens, qui se sont fondus dans la population française, qui s'y sont fait une place, sont restés. Et ceux qui ne se sont pas à fondus l'aise, ouais. sont rentrés. Tout simplement. Et il n'y a pas eu d'expulsion massive. Il n'y a pas eu de charter à cette époque-là. Ils sont rentrés de Ils leur sont propre rentrés, fait. bien sûr. Et si tu veux, fondamentalement, si il n'y avait pas les HLM et les transferts sociaux, moi je suis convaincu que leur migration se serait passée depuis très longtemps. Parce que, tu vois, toutes ces populations dont on parle, en vérité, elles sont pas heureuses. Bien sûr que non. Elles sont pas heureuses. Quand on se ment pas trop, quand on les connaît, quand on croise leur regard, on voit qu'ils respirent la souffrance. Et ils ne sont pas heureux en France. Bah, il y en a beaucoup qui sont pas heureux, c'est Et- sûr. Bah, c'est évident. Si tu leur posais la question, oui, est-ce que tu préférerais revivre en Afrique ou rester en France? Beaucoup te diraient qu'ils préfèrent Après, revivre en Afrique. il y a Ça beaucoup de paraît grandes évident. gueules. Hein. Il y a beaucoup de grandes gueules. Mmh. Mais, alors, d'un certain point de vue, ils ont un attrait qui est énorme pour le matérialisme occidental. Et de fait, c'est vrai que... moi, tu vois, j'ai un pote, le meilleur pote que je me suis fait à la fac était d'origine algérienne, tu vois. Et il a été avocat 2 ans dans un grand cabinet à Alger. Et par contre, il a pété un câble. Hein. Il supportait pas la population algérienne locale. Et il avait un petit côté bourgeois, tu vois. Et là, il est aux États-Unis actuellement. Et il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté la vie algérienne au quotidien, si tu veux, quoi. Mais bon, tout ça pour te dire que quand même, globalement, les populations, enfin les forces administratives, ne sont pas heureux en vérité. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand je dis ça, c'est interprété par le système comme un propos d'extrême droite. Comme si de dire que le bonheur des populations africaines était conditionné à la France était un propos progressif, enfin de cool de gauche, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est le paternalisme absolu. C'est la prolongation du colonialisme, de dire vous n'êtes pas autonome et sans nous vous ne pouvez rien. Pas être, Qui est le plus colonialiste des deux? Moi je pose la question. Moi je constate une chose, c'est que ces gens-là ne sont pas fondus dans la société française, alors que pour certains, leurs familles sont là depuis un siècle, un demi-siècle. Je constate que ça ne leur traverse pas à l'esprit de se fondre dans la société française, et je constate même que pour certains d'entre eux, il y a, comme je te le disais, un ressentiment postcolonial qui est énorme, et moi je suis convaincu que ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, qui est nié tant par le système que par cette mouvance qu'on appelle la dissidence, c'est un tabou, hein, le racisme anti-blanc, est en très grande partie lié à ce ressenti postcolonial. Oh, si mais tu veux. complètement. Il est excusé, il est en tout cas justifié par ça. C'est ce qui le justifie. Voilà. D'accord. Mais donc, si tu veux, moi, sur la remigration, ce que je dis, c'est très simple, c'est que quand il y aura eu la réaffirmation culturelle de la France, qui viendra tôt ou tard, de toute façon, et quand on appliquera, ou quand on serrera la vis, si tu préfères, en ce qui concerne tout ce qui est alloc et compagnie, je suis convaincu que la remigration se fera très naturellement. Et ça ne voudra pas dire que 100% des Français issus de l'immigration rentreront dans leur pays d'origine. Je le répète, ceux qui se seront fondus dans la société française parce qu'ils ont fait une famille française, mais véritablement française, attention, ça ne veut pas dire que je fais des gosses en France, tu vois. Ceux qui auront créé une entreprise, ceux qui seront insérés dans les vies locales des endroits où ils sont, ceux qui ont de véritables contacts, parce que tu vois ce qui est intéressant avec les populations d'origine austro-hongroise, c'est que tu sais, c'est un peu comme l'eau et l'huile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact en vérité. Moi je viens d'un quartier, si tu veux, où pour le coup il y avait vraiment du multiculturalisme, mais tu vois, c'était chacun dans son coin, en vérité, tu vois. C'était chacun dans son coin. En fait, c'est l'illusion d'un monde où tout le monde vit ensemble. Ça n'existe en pas. fait, c'est chacun Et dans... ça n'existe pas, et personne n'en veut. Il faut arrêter de nous faire croire que les gens veulent se mélanger. Ils ne veulent pas se mélanger, ce n'est pas vrai. Et toi, tu penses que, Ce par n'est pas exemple, vrai. le communautarisme, c'est une réalité ou un fantasme?
Non, C'est tellement évident que c'est une réalité. Non, mais c'est marrant, ça te paraît. Non, c'est pourquoi je te dis ça, parce qu'on va accueillir dans 2 semaines, je crois, le représentant du CRAN, et ça va être le thème de l'émission, parce que lui pense que c'est un fantasme. Donc je trouve ça hyper intéressant, parce que je sais que vous avez des visions. Voilà, Ah bah, un peu pôle Nord, pôle Sud. des là. visions. Là, c'est pas des visions, on a des yeux. Là, je crois que c'est des univers différents, presque. Non, mais, et ben, ce représentant du CRAN, je lui fais un procès d'intention, même si je ne le connais pas et que je n'ai rien contre lui. Enfin, faut être lucide, quoi. Je veux dire, quand tu vas à Château-Rouge, tu vois, voilà, tu vois quoi? Tu vois des Italiens mélangés avec des Finlandais, des Thaïlandais, des Colombiens. Tu vois ça à Château-Rouge? Quand tu vas à Gare du Nord, que d'aucuns appellent Gare du Noir, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Oui, en blague, parce que là, c'est pas moi. Je ne te dis pas qui m'a appris cette blague, mais c'est quelqu'un qui est autorisé à la dire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc voilà, on fait 2 fois au cas où. Non mais voilà, c'est que au bout d'un moment, moi j'invite les gens à aller à Gare du Nord, un soir de semaine, à partir de 9h-10h. Allez au Transilien. Vous allez attendre les Transiliens. Vous allez me dire ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez des Blancs, des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques, ou est-ce que vous voyez que des Blancs? Voilà, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Quand vous allez à Saint-Denis, visiter les tombes royales un jour de marché, ce que j'ai fait, je me suis fait clasher visuellement à ce jour-là, tu vois. Vous voyez quoi? Vous voyez des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, des roux mélangés? Vous voyez quoi? Non, il n'y a que des Blancs. À Saint-Denis, à jour de marché, il n'y a que des Blancs. Tu vois, il y a un communautarisme évident. Mais le communautarisme est une réalité. Mais je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux et de prendre des transports en commun pour le voir. Après, on peut avoir des idéologues qui peuvent nous faire croire que non, mais moi, je suis dans la réalité. Voilà. Moi, c'est Émeric Caron. À toutes les émissions, me disent quels sont vos chiffres sur l'immigration, quels sont vos chiffres. Et moi, j'aurais dit, vous savez ce que c'est mes chiffres, moi? Ligne 13, ligne B, ligne C, ligne E, Barbès, La Courneuve. Moi, c'est ça mes chiffres. Après, si toi, personnellement, tu penses qu'il n'y a pas de grand remplacement, qu'il y a un vivre ensemble qui existe, tu as le droit. Mais dans ces cas-là, il faut les consulter. Parce que là, tu as des problèmes de vue, tu vois. Tu as des problèmes de vue. Oui, non, parce que voilà, j'ai des émissions qui s'annoncent très intéressantes, mais bon, lui, apparemment, justement, n'a pas du tout cette position. Il pense que c'est un fantasme, le communautarisation. C'est un fantasme. Et ben alors, tu lui demanderas très précisément, quid de la gare du Nord, quid de Château-Rouge, quid de Barbès, quid de Saint-Denis, quid. Bah écoute, je manquerai pas de lui poser la question, ça c'est clair. Ah non, mais très concrètement, parce que moi, si tu veux, ma légitimité sur ces questions-là, c'est la réalité du terrain. D'accord? Moi, j'ai été sur ce terrain-là. Tu vois, je te donne un exemple tout con. J'ai un pote qui achète un écran plat sur, je sais plus si c'est Price Minister ou je sais pas quoi. On va chercher l'écran plat. L'acheteur est à La Courneuve. Tu vois? On prend la ligne B, c'est la ligne B, La Courneuve, si je dis pas de bêtises. On arrive, hop, pas de blanc, tu vois, boum. Bon, on a l'habitude maintenant. On marche pendant un quart d'heure, on n'en trouve toujours pas. On n'était même pas dans un quartier chaud. Hein. On était, tu vois, dans la ville normale. Bon, on n'a pas vu de blanc. Il n'y en a pas. Donc, c'est. Alors peut-être que sur c'est ce que tu as appelé les zones défrancisées d'ailleurs. Bien sûr, oui. Ben, la France ne vit pas culturellement parlant dans ces zones-là, si tu veux. Je l'ai vu. Alors, soit j'ai des problèmes avec mes yeux, ce qui est possible, hein, peut-être que faut que je consulte. Soit j'ai vu ce que j'ai vu, et si j'ai vu ce que j'ai vu, au nom de quelle morale je n'ai pas le droit de dire que la réalité est la réalité? J'aimerais qu'on m'explique. Vois-tu, moi j'ai fait 10 ans de rugby. J'étais dans un club du 13e, et quand on jouait à l'extérieur, nous y allions dans les villes d'Île-de-France, tu vois, les Mureaux, Mantes-la-Jolie, enfin toutes les charmantes communes françaises qui conservent nos traditions, tu vois, Saint-Denis, Sarcelles, Ris-Orangis, j'ai de très beaux souvenirs à Ris-Orangis. Enfin, nous, si tu veux, le vrai derby, c'était avec les Mureaux, tu vois. On se tapait tout le temps avec les Mureaux, tu vois. C'était du 100%, là. Là, j'ai compris ce que c'était, le multiculturalisme, si tu veux. Là, j'ai vraiment compris ce que c'était, tu vois. Quand t'es dans un couloir avant un match, et que le mec te dit... non, je ne veux pas répéter ces mots-là, parce que je ne veux pas effrayer les puceaux des oreilles. Mais voilà, le racisme anti-blanc, c'est bon.
C'est pas la peine, quoi. Je te raconte Tu me permets que je te raconte 2 anecdotes personnelles? Vas-y, allons-y. Je te parlais des Mureaux. On les avait joués. Il y a un stade porte de Vincennes. Si je ne me trompe pas de nom, c'est Polygome, j'ai oublié. On les joue. Et en fait, si tu veux, à l'époque, bon, c'était des vestiaires assez vétustes. En fait, tu avais des vestiaires qui menaient sur une salle commune beaucoup plus grande où il y avait les douches. Mais c'était très vétuste. On les avait battus. On avait battu les Mureaux et ils avaient la haine parce qu'ils n'aimaient pas se faire battre par des blancs, je pense. Sûr qu'il n'y a pas que des blancs dans notre équipe, mais c'était majoritairement le cas. Bon.